Déception après le mini-sommet sur la Yougoslavie à l'Élysée cet après-midi. Le président serbe a en effet refusé d'apporter un soutien clair au plan de paix de l'ONU de redécoupage de la Bosnie, tout en se prononçant pour un cessez-le-feu sur place. Les discussions vont continuer ce soir au Quai d'Orsay. Du nouveau dans l'affaire Boton avec un document explosif, exclusif France 2, le protocole d'accord signé entre Michel Noir et son gendre sur les modalités de remboursement des 11 millions de francs qu'aurait avancé Pierre Boton au maire de Lyon pour financer sa campagne municipale en 89. C'est sans conteste l'un des événements culturels de l'année, l'exposition consacrée aux Titien et aux autres peintres vénitiens du XVIe siècle. Cette exposition s'ouvre après-demain au Grand Palais. Visite guidée dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour tenter de sortir de l'ornière diplomatico-guerrière dans l'ex-Yougoslavie, François Mitterrand a réuni cet après-midi dans son bureau de l'Élysée les deux négociateurs de l'ONU et le président serbe. Espoir apparemment déçu, Slobodan Milosevic a en effet refusé d'apporter un soutien clair au plan de découpage de la Bosnie mis au point par Cyrus Vance et Lord Owen. Le président serbe s'est prononcé pour un cessez-le-feu en Bosnie, accompagné de la levée de l'embargo contre la Serbie pour faire avancer le processus de paix. Jérôme Bonny. Pas un membre du gouvernement français cet après-midi à Orly pour accueillir Slobodan Milosevic. Pourtant, sur la silhouette trapue du président serbe repose aujourd'hui une grande partie des chances de paix dans l'ex-Yougoslavie. Il n'est pas partie prenante dans les négociations en cours, mais peut user de son influence auprès des Serbes de Bosnie. Dans un palais de l'Élysée bouclé par les forces de police, c'est également un protocole minimum qui a été mis en place pour l'accueillir. Les négociateurs de la communauté européenne et des Nations Unies, Lord Owen et Cyrus Vance, l'ont précédé de quelques minutes, accueillis, eux, par le ministre des Affaires étrangères. C'est il y a une semaine qu'ils ont demandé au président Mitterrand, qui a toujours prôné le dialogue, de faire peser tout le poids de la France dans ce difficile processus de paix. Après 1h30 d'entretien, le président Milosevic ne veut laisser aucune illusion aux journalistes sur son implication dans ce processus de paix. En ce qui concerne la répartition géographique, nous pensons que cela doit être résolu par les parties en présence en Bosnie. Et vous savez que la Serbie n'est pas signataire elle-même. Pourtant, le président serbe propose un cessez-le-feu inconditionnel dès la reprise de la conférence de paix. Les négociateurs, qui continuent de se battre pour un plan très critiqué, font valoir que la carte de la Nouvelle-Bosnie, la pilule la plus difficile à avaler pour les belligérants, est acceptable par les Serbes. Resterait ensuite à convaincre les musulmans. Le chemin semble encore long. En tout cas, les discussions entre messieurs Vance, Owen et Milosevic vont se poursuivre ce soir à l'occasion d'un dîner au Quai d'Orsay, dîner auquel pourrait se joindre François Mitterrand. Deux manifestations contre la venue du président serbe à Paris étaient organisées ce soir dans la capitale française. La première qui a rassemblé quelques dizaines de personnes aux Invalides sous l'égide de l'écrivain Bernard-Henri Lévy, maître d'œuvre de la rencontre entre François Mitterrand et le président bosniaque il y a quelques semaines à Paris. Un autre intellectuel français, Alain Finkielkraut, participait à une autre manifestation au Trocadéro, cette fois manifestation qui n'a pas rassemblé davantage de monde. Avant de participer donc à ce dîner au Quai d'Orsay en compagnie des médiateurs de l'ONU et peut-être, je vous le disais, de François Mitterrand, le président serbe a accordé une interview exclusive à Jacques Merlino pour France 2. Vous allez l'entendre, le numéro 1 serbe ne ferme pas complètement toutes les portes. Les pressions extérieures seulement gâchent l'atmosphère de la solution, car la solution de la crise n'est pas de soutenir une partie seulement. La solution, c'est d'aider tous les trois parties pour trouver une solution commune. Monsieur le Président, vous êtes dans une ville où il n'y a pas si longtemps, sur les murs de Paris, il y avait des affiches vous montrant à côté d'un dictateur, à côté d'Hitler. Comment réagissez-vous à ce type d'affiches? Dans cette ville, il y avait tant de bonnes choses pendant l'histoire. Je ne peux pas évaluer cette ville sur la base de ces choses, de ces petites choses, villes qui peuvent apparaître ici. En tant qu'homme, comment réagissez-vous quand vous voyez les images des gens qui souffrent à Sarajevo? Kada bih kao svaki vaš građanin gledao ono što Si mediji j'avais prenose, vu comme chaque autre citoyen ce qui est transporté par les médias,
je serais très probablement pour une intervention contre la Serbie, mais malheureusement, vos médias, très souvent, émettent des mensonges. Je voudrais dire aux Français que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas correct et que très probablement les protagonistes d'une telle politique seront le but de mépris de leurs descendants quand la vérité sera connue par le public. Une dernière question. Monsieur le Président, est-ce qu'il est exact que la stratégie militaire de la Serbie serait d'exporter la guerre en cas d'intervention occidentale militaire? De tout ce qu'on a vu, de tout ce qui s'est passé, on peut conclure en regardant le fait que la Serbie, dès le début, était toujours le champion d'une solution pacifique et les Serbes en Bosnie-Herzégovine ont plusieurs fois cessé le feu unilatéralement et le parti qui voudrait bien provoquer une intervention militaire étrangère, c'est le parti de M. Izetbegovic. Les musulmans, ils ont maintenant déployé une grande offensive dans la Bosnie orientale, justement pour empêcher, ce sont les musulmans qui ont entamé une offensive pour empêcher la conférence de Genève. Le but du mini-sommet de l'Elysée cet après-midi était avant tout, je vous le rappelle, d'obtenir du président serbe des engagements fermes sur le découpage de la Bosnie. En effet, même si Slobodan Milošević n'est pas directement partie prenante à ces négociations, il est particulièrement impliqué dans le drame bosniaque, comme nous l'explique Bernard Lebrun. D'où vient ce véhicule blindé frappé des insignes serbes? D'où viennent tous ces chars, T-55 ou même T-72, aujourd'hui entre les mains des miliciens serbes de Bosnie? Ce sont les dépouilles de l'ex-armée fédérale yougoslave. Par-delà l'implication idéologique de Belgrade dans le conflit bosniaque, où les nationalistes affirment que partout où il y a un Serbe, c'est la Serbie, l'armement volontaire des milices est la démonstration la plus évidente de cette complicité ethnique. Lorsque l'été dernier, l'armée fédérale quitte Sarajevo à l'appel de Belgrade, sur ordre des Nations Unies, on ne voit pas dans les rues de colonnes de chars. Ils resteront dans les casernes aux mains des frères serbes de Bosnie. Même chose pour ces officiers supérieurs qui négocient chaque jour avec le général Morillon. Ils appartenaient à l'armée fédérale, ils ont choisi de rester pour se battre. Aucune des trois parties sur le terrain ne dispose d'aviation, mais les Serbes de Bosnie reçoivent souvent l'appui aérien de ces MiG venus de Belgrade, frappés du drapeau serbe sur leurs ailes. L'implication directe dans le conflit bosniaque, elle est aussi physiquement présente sur les bancs du Parlement de Slobodan Milošević, par la voix de ce député qui ne dédaigne pas d'enfiler le treillis pour combattre en Bosnie. Il s'appelle Vojislav Šešelj, chef du parti radical serbe, 73 députés sur les rangs. Avec son collègue serbe de Serbie, lui aussi, le tristement célèbre commandant Arkan, il est accusé de crimes de guerre et de massacres de civils par les Nations Unies. D'où viennent leurs armes? Qui les ravitaille? Qui règle les soldes de ces miliciens? Et puis il y a surtout la manipulation politique du président Milošević sur ses frères serbes de Bosnie. Une influence réaffirmée au cours des négociations. Comme par hasard, lorsqu'il vient à Genève, le lendemain, le docteur Karadzic signe une partie des accords. Et pourtant, aujourd'hui, le docteur Karadzic, président des Serbes de Bosnie, doute de cette influence. Moi-même, je n'arrive pas à convaincre mon Parlement. Alors cela m'étonnerait que Milošević y arrive, disait-il à son retour des Nations Unies. Manière comme une autre de reconnaître l'ombre de Milošević sur ces négociations. En France, les agriculteurs continuent de manifester. Ils ont installé aujourd'hui des barrages sur les routes et les voies ferrées des Landes. Et à Brest, les producteurs de pommes de terre ont fait cadeau aux habitants de cette ville d'une purée de 6000 tonnes de patates à la sauce bitume. Reportage Frédéric Crotta. Son exploitation, c'est 95% de pommes de terre. Bernard Collin, par chance, a tout vendu cette année, mais la surproduction générale a fait baisser les prix. Nous avons fait un bilan provisoire au mois de janvier. Il en ressortait une perte d'exploitation de 285 000 francs. Dans cette coopérative, 200 tonnes de pommes de terre invendues et désormais invendables. Alors une fois de plus, les rues de Brest vont en être recouvertes. Nouvel avertissement des producteurs au gouvernement. Concrètement, on demande 55 millions de francs pour payer la moitié des invendus. La profession s'engageant à payer elle-même l'autre moitié.
Au vu des bons résultats de l'an passé, les agriculteurs ont intensifié la pomme de terre. Mais problème, l'Algérie par exemple vient de réduire de 113 000 à 15 000 tonnes ses importations européennes. Résultat, 25 000 tonnes de pommes de terre sur les bras en Bretagne. Il était tout à fait normal qu'on augmente la production de plants pour suivre, sinon ça serait les Hollandais qui l'auraient fait. Vous pensez pas que les Français pensent que c'est du gâchis un petit peu aussi? Le gâchis, c'est peut-être plus le fait que le gouvernement français préfère amener des armes aux pays du tiers-monde plutôt que de s'organiser pour leur amener de la nourriture. Incident désormais traditionnel en fin de manifestation, rien de bien sérieux, mais toujours rien de vraiment réglé. La grogne à la RATP, nouvelle perturbation aujourd'hui tôt ce matin et en fin d'après-midi. Toute cette journée, les conducteurs du métro et du RER ont voté sur les dernières propositions de la direction de la RATP. L'unité syndicale a volé en éclats puisque la CGT appelle à voter contre ces propositions et le syndicat autonome pour. Renault, qui rime avec Cocorico dans un environnement économique très difficile, la Régie nationale a en effet réalisé l'an dernier des performances sans pareil, avec une progression de 84% de son bénéfice net consolidé, soit la modique somme de 5,7 milliards de francs. 5,7 milliards. Du nouveau dans l'affaire Botton, lors d'une audition, l'homme d'affaires lyonnais avait affirmé au juge d'instruction chargé de cette affaire qu'il avait financé la campagne municipale de Michel Noir en 89 en versant environ 11 millions de francs. Confirmation aujourd'hui avec un document explosif et exclusif France 2, un protocole d'accord signé entre le maire de Lyon et son gendre sur les modalités de remboursement. Précision avec Michel Fine. Depuis hier matin, ce document est au dossier d'instruction. C'est Pierre Botton lui-même qui l'a remis au juge Philippe Courroy. Il s'agit d'une lettre à l'entête de Michel Noir, écrite de sa main. Elle est datée du 12 avril 89, après son élection à la mairie de Lyon. Ce document concerne les dépenses que Pierre Botton, gendre et directeur de campagne de Michel Noir, dit avoir effectuées pour le compte de son beau-père. Ces dépenses, Pierre Botton les aurait évaluées devant le juge à 11 millions de francs. Elles ont été, dit-il, financées sur le compte de ses sociétés. Au paragraphe 2 de ce document, il est expliqué les dépenses seront remboursées sur les bases suivantes. Au taux de 50% pour toutes celles qui ont été passées en frais d'entreprise, pour toutes les autres au taux de 100%. Première surprise, il s'agit apparemment de remboursement en liquide. Au paragraphe 7, il est précisé, le paiement des sommes dues à Pierre Botton s'effectuera sur la base de versement en espèces. Paragraphe 5, pour son activité à temps plein au cours de la campagne électorale, Pierre Botton recevra une indemnité de 100 000 francs par mois, là aussi en espèces. Deuxième surprise, le document ne mentionne pas seulement des dépenses, mais aussi des recettes. Paragraphe 6. Les recettes encaissées par Pierre Botton au lieu et place de Michel Noir représentent un total de 5 730 000 francs. D'où vient cet argent? C'est ce que Pierre Botton et son beau-père devront expliquer au juge d'instruction. Je vous propose tout de suite d'entendre la réaction de Michel Noir à ces révélations. Réaction recueillie par Françoise Vallée, notre correspondante à Lyon. J'ai eu la stupéfaction début avril 1989 de découvrir que M. Pierre Botton était entré dans l'intimité de ma famille de façon calculée pour profiter de moi et de mes responsabilités publiques. Le 6 avril 1989, il exigeait de moi des intéressements au marché public qui me conduisaient à le chasser purement et simplement de mon bureau. Le 12 avril 1989, il revenait à la charge, me sommant de le dédommager des investissements, je mets le mot entre guillemets, qu'il prétendait avoir fait sur ma tête depuis 1984. Pour avoir une idée précise du contenu exact de ces exigences qu'il ne souhaitait pas écrire, j'ai dû prendre la plume pour les coucher, noir sur blanc, sous forme d'une convention. Devant l'énormité, pour ne pas dire le délire de ces revendications et les façons de les régler qu'il me proposait, je l'ai à nouveau sorti de mon domicile de Paris. Il est parti avec ses papiers et l'énoncé manuscrit de ma proposition, de sa proposition. La polémique après la nomination hier en Conseil des ministres de Pierre Joxe à la tête de la Cour des comptes, nomination violemment critiquée par l'opposition qui parle de copinage et de noyautage de l'État par le PS. Pierre Bérégovoy a répliqué aujourd'hui en affirmant qu'il n'y avait pas eu plus de nominations à des postes clés de l'administration qu'au cours des périodes précédentes. Le Premier ministre rappelant que Pierre Joxe est issu de la Cour des comptes et que sa nomination était très bien reçue par cette juridiction. Nathalie Saint-Cric.
rafale de nominations socialistes à tous les postes possibles et imaginables. Tous les familiers du pouvoir sont ainsi casés et recasés avant le grand départ. Soupçonnés de noyauté, accusés de recaser Urbi et Orbi leurs amis, l'opposition dénonce tel membre de cabinet parachuté ambassadeur, tel secrétaire promu inspecteur général des postes, tel ministre mis au chaud pour l'hiver. On dénonce l'État PS, on découvre l'article 13 de la Constitution, quelques 700 postes à la discrétion de l'exécutif. Cela permet petit 1 de récompenser des fidèles, petit 2 de tisser un réseau en prévision d'une cohabitation à venir. Mais la pratique n'est pas nouvelle. L'État UDR, RPR furent dénoncés en leur temps. En 86, Jacques Chirac fait le ménage. En 88, François Mitterrand dénonce. Je veux que la France soit unie. Et elle ne le sera pas si elle est prise en main par des esprits intolérants, par des partis qui veulent tout, par des clans ou par des bandes. Alors, opposition et majorité renvoyées dos à dos, chacun casant les siens tour à tour, certains rêvent d'un État impartial, d'un code de bonne conduite en période préélectorale. Il devrait y avoir un accord entre les principales formations politiques pour qu'il y ait un respect d'une période pendant laquelle aucune nomination importante n'est effectuée lorsque l'on s'approche d'une période électorale. Aux États-Unis, quand Clinton arrive, l'administration Bush fait ses cartons. Cela s'appelle le spoil system. On aime ou on n'aime pas, mais cela a au moins le mérite d'être clair. La campagne des législatives avec aujourd'hui un petit détour en Indre-et-Loire, à Loches, terre de contraste. Cette circonscription test a en effet reçu aujourd'hui la visite de messieurs Giscard d'Estaing, Bérégovoy et Pasqua. Sur les croisées de Loches, reportage de Roland Sicard et Jean-Yves Perrin. Giscard qui part, Bérégovoy qui arrive, à 2 minutes près, la ville de Loches connaissait son moment historique, un Premier ministre et un ancien président de la République à la même heure, au même endroit. D'ailleurs, à Loches, on ne savait plus où donner de la tête. Vous venez voir qui? Eh bien, nous, on vient voir mon père Giscard. Béret, ça vous intéresse pas? Si, on va le voir après. Moi, je préfère garder mes opinions pour moi. On a vu les deux. On a fait la tournée. Un grand jour pour Loches et un grand jour pour le Café des Arts. Giscard y est allé, Bérégovoy aussi, un peu plus, et ils trinquaient ensemble. Mais monsieur Giscard d'Estaing, il y avait le petit Yan, vous trouvez là, monsieur Bérégovoy? Le petit Yan de Touraine. Il m'en a offert un... Mais si vous voulez, vous pouvez. Non mais est-ce que c'est lui qui l'offre ou... Eh bien, ça peut il peut l'offrir et je peux vous l'offrir aussi. Et moi je peux vous l'offrir aussi. Hein. Nous attendions monsieur Giscard d'Estaing, mais monsieur Bérégovoy, pas du tout. Monsieur Bérégovoy est venu à l'improviste, et ma foi, c'est très bien. Satisfaction au café, satisfaction à la mairie, la gloire. Et Madame le maire a beau être socialiste, elle voyait aujourd'hui beaucoup plus loin. C'est ma joie, en tout cas, et je crois que c'est la joie de beaucoup de mes collègues et des habitants de cette ville qui sont depuis 1h30 dans la rue pour voir tout le monde. Tout le monde, car un peu plus, et l'on oubliait Charles Pasqua qui déjeunait quelques kilomètres plus loin. Bref, Giscard, Bérégovoy, Pasqua, tout le monde était là, personne ne s'est vu. Dans le fond, c'est peut-être ça, la cohabitation. À Moscou, rude journée pour Boris Yeltsin. Le président russe a en effet quitté spectaculairement la réunion du Congrès des députés du peuple au Kremlin, juste après avoir entendu un parlementaire demander sa destitution. Plus grave, les députés russes ont adopté un projet de résolution qui, dans les faits, détruit tout espoir d'accord sur un partage des pouvoirs entre Boris Yeltsin et le Parlement. Le point avec notre correspondant à Moscou, Marcel Tria. Trop, c'est trop. Il y a des choses que Boris Yeltsin ne veut plus entendre et il a brusquement quitté cet après-midi son perchoir dans la salle du Congrès. Un député conservateur venait de l'accuser d'avoir violé 100 fois la Constitution et de proposer sa destitution. C'était l'un des multiples coups de théâtre de la journée. Premier acte ce matin, Boris Yeltsin monte au créneau, c'est moi ou le chaos, affirme-t-il en substance, et il conjure les députés de maintenir le référendum permettant au peuple de choisir entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Deuxième acte, la contre-attaque de Ruslan Khasbulatov, le président du Parlement qui enflamme le Congrès. À une forte majorité, le projet de référendum est rejeté, la rupture semble inévitable. Troisième acte, les deux ennemis intimes pourtant vont déjeuner ensemble et en reviennent avec un embryon de compromis que leurs partisans vont s'employer pendant tout l'après-midi à mettre en pièces. Une comédie pour tenter de masquer un drame, celui que vivent 150 millions de Russes.
Une inflation de 2000% en un an, une baisse de la production de 40%, une criminalité record. C'est le prix à payer pour moderniser la Russie, selon Boris Yeltsin, qui exige les pleins pouvoirs pour poursuivre ses réformes ultralibérales. Pour les députés, ce n'est qu'une fuite en avant suicidaire qu'il faut stopper au plus vite. Dialogue de sourds. En Floride, un médecin a été froidement abattu par un homme qui manifestait contre la liberté de l'avortement devant une clinique procédant précisément à des interruptions volontaires de grossesse. Commentaire de notre correspondant aux États-Unis, Bruno Albin. Une quinzaine de personnes manifestent hier contre le droit à l'avortement devant la clinique du Dr Gunn. Depuis quelques mois, il a reçu des menaces téléphoniques. Pour éviter le groupe, il parque sa voiture à l'arrière. Dans son dos, un homme approche. 3 coups de feu, la haine et la violence. L'assassin, Michael Griffin, 31 ans, père de famille, s'est immédiatement rendu aux policiers. Il a agi seul, au nom du Christ. Il n'est pas membre de l'organisation Sauver l'Amérique, qui organise ce genre de manifestations par milliers aux États-Unis. Certains manifestants n'ont pas montré le moindre signe de pitié. Ils avaient l'air contents qu'on en ait fini, certains avaient même l'air heureux. Les mouvements anti-avortement, souvent d'inspiration religieuse intégriste, ont tièdement condamné l'assassinat. Dieu seul peut reprendre la vie qu'il a donnée, ont-ils rappelé. Mais ils affirment aussi qu'en se livrant à des avortements, le Dr Gunn pratiquait le meurtre en série. Et l'organisation Sauver l'Amérique a ouvert un fonds de soutien pour aider non pas la famille du médecin, mais celle du meurtrier. Les défenseurs du droit à l'avortement, reconnus par la Cour suprême, demandent aujourd'hui au FBI de protéger l'accès aux cliniques où les médecins acceptent de pratiquer l'avortement. Et elle rappelle que le nombre des actes de violence commis contre ces établissements est en constante augmentation aux États-Unis. En France, l'an dernier, policiers, gendarmes et douaniers ont saisi au total 44 tonnes de drogue, soit une hausse de 27% par rapport à 91. Près de 56 000 personnes ont été interpellées pour infraction à la législation sur les stupéfiants, soit une progression de 20%. S'il fallait encore vous convaincre des ravages de la drogue, notamment chez les jeunes, je ne saurais trop vous conseiller de regarder notre magazine Envoyé spécial tout à l'heure à 20h50 avec un reportage de Nils Tavernier, comédien, 27 ans, toxicomane pendant des années et qui s'en est sorti après une tentative de suicide. Un reportage sans psy, sans prof, sans juge et sans moralisateur. Une dénonciation implacable des ravages de la toxicomanie. Mais ça fait seulement 4 ans que je suis vraiment dans la came. Mais moi, la première fois que je me suis défoncé la gueule, j'avais 12 ans. Au bout d'un moment, tu vois, quand tu es dans la came, c'est le suicide à petite dose. Mais à la fin, c'est le suicide, de toute façon. J'ai une dizaine de copains qui sont morts d'overdose, de sida aussi. La drogue, ça tue la drogue, ça tue. Ça détruit les cellules, ça détruit les cellules nerveuses. Ouais, on peut avoir des hallucinations sans tomber dans un centre médico-psychologique. Il y a des gens qui m'aiment autour de moi et je les ai fait souffrir pendant de longues années. Et je sais que si je retouche à cette merde, eh bien, je les perdrai pour toujours, quoi. Touchez pas à ça, les mecs. Touchez pas à ça, les mecs. Au procès de Bob Denard, le substitut a réclamé, je cite, une peine symbolique de 3 à 5 ans de prison avec sursis contre l'ancien mercenaire, dont, je cite toujours, tous les témoins se sont accordés à dire qu'il était un loyal compagnon d'armes. Justice toujours avec cette décision de la Cour d'appel de Versailles, condamnant TF1 à verser 55 millions de francs de dommages et intérêts à France 2 pour plagiat de l'émission La Nuit des Héros. TF1 s'est rendu coupable, je cite, d'agissement parasitaire fautif. 55 millions de francs, cela représente environ 1/5 du bénéfice de l'an dernier de la Une. Dès l'annonce de cette condamnation, l'action de TF1 a clôturé en baisse de près de 3%. Le sport, Paris-Nice, deuxième succès pour le sprinter italien Mario Capolini, qui a remporté la 5e étape à Vaison-la-Romaine. Le Suisse Zoul conserve son beau maillot blanc. Suspense au Sable d'Olonne où l'on attend incessamment sous peu l'arrivée du grand vainqueur du Vendée Globe, Alain Gauthier, qui aura donc fait le tour du monde en solitaire en environ 110 jours. Reportage Yann Lavoie. L'informatique a eu beau remplacer la table à cartes, la voile reste la voile et il est bien difficile de prévoir avec exactitude l'arrivée d'Alain Gauthier. Seule certitude, le record de Titouan Lamazou de 109 jours ne sera pas battu, mais à quelques heures près. À terre, Philippe Gentot fait de son mieux pour que l'arrivée d'Alain Gauthier soit à la hauteur du Tour du Monde, qu'il termine en vainqueur. Il a souri franchement lorsque le représentant des marins pêcheurs
est venu lui annoncer qu'aucune action ne viendrait perturber l'arrivée du héros. Non, il n'y aura absolument rien. Il y aura, bon, évidemment, tous les petits plaisanciers qui iront auprès du coureur, et puis ils rentreront librement, sans problème. C'est des marins, et je crois que ce sont les marins, en fait, qui le respectent. Des gars qui font un tour du monde en solitaire, ces marins-pêcheurs qui vivent aussi de la mer n'ont pas de raison d'aller les ennuyer au moment de l'arrivée. Donc je crois que c'est un respect mutuel de gens qui partent en mer et qui en vivent, quoi. Sur le port des Sables d'Olonne, dans les bateaux, entre deux sorties en mer, chacun fait ce qu'il a à faire. Certains étaient à Rungis il y a 2 semaines et leur colère est toujours vive. Mais ils regardent avec un œil attentif la progression des navigateurs du Vendée Globe. En fait, ils ne sont pas si différents. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des bons sponsors, mais nous on n'en a pas, quoi. C'est le fils d'un petit armateur, un vrai enfant de la mer qui va gagner. Et lorsqu'il avalera son dernier petit déjeuner sur l'océan, il sera tout simplement un marin heureux. Chers amis, bonjour. Mauvaise nouvelle en revanche pour Philippe Poupon, actuellement en 2e position de ce Vendée Globe. Il a dématé cet après-midi et navigue actuellement sous voile d'Artimon. Encore 2 jours de patience pour les admirateurs du Titien. Après-demain et jusqu'au 14 juin s'ouvre en effet au Grand Palais à Paris la plus grande exposition jamais consacrée au siècle d'or de la peinture vénitienne. Le siècle d'or, c'est bien sûr le XVIe siècle, dominé par la figure du Titien. Survol de cette époque fastueuse à travers les principaux tableaux exposés en compagnie de Georges Bégout et Jean-Louis Boussert. Le jeune Titien arrive à Venise au tout début du XVIe siècle. Dans l'atelier de Bellini, il découvre une peinture qui se démarque des traditions et donne à la couleur une certaine primauté sur le dessin. Les formes s'assouplissent, le mouvement d'une robe vient adoucir la rigueur géométrique de la composition. Prince de la douceur, poète de la mélancolie, Giorgione suggère les formes. La peste l'emportera à 33 ans, mais son influence sur Titien restera indéniable, comme dans L'Homme aux gants, par exemple. Pour l'époque, la nonchalance de la position, le vague à l'âme du personnage sont des audaces. Titien aime aussi le théâtre, lumière, couleurs ardentes. Liberté, légèreté font aussi partie du modernisme de Titien. Ce concert champêtre n'annonce-t-il pas à des siècles de distance un certain déjeuner sur l'herbe? À l'âge mûr, gloire et fortune pleuvent sur le Titien comme les pièces d'or sur Danaé. Son ami et complice, l'Arétin, poète et astucieux impresario, comme on dirait aujourd'hui, plaide sa cause auprès des grands de ce monde. Ici, François Ier. Mais du pape Paul III à Charles Quint, qui se baissait pour ramasser son pinceau, le rayonnement du peintre est devenu immense. Vers la soixantaine commence ce qu'il est convenu d'appeler les années de vieillesse. Titien est toujours très actif. Les œuvres sont plus dramatiques, plus shakespeariennes que jamais, dit Cézanne, mais également de plus en plus libres et touchant quelquefois à l'impressionnisme. Dans cet incendie lointain, le dessin n'existe plus. Dans Le Martyre de Myrsias, Titien peint à grands coups de brosse ou avec les doigts un écorché vif. Il achève ainsi son existence dans une peinture d'avant-garde que notre siècle ne renierait pas. Dans 20 minutes, à 20h50, envoyé spécial avec ces témoignages des jeunes toxicomanes, à ne manquer sous aucun prétexte. Vers 22h, Nagui reçoit Jean-Louis Aubert. Vers minuit, le dernier journal, Philippe Lefebvre. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra Alain Madelin, le vice-président de l'UDF. Bonne fête aux Rosines et bon anniversaire à Nicolas, 4 ans. Le dicton du jour, la pluie, le vent et les parents, après 3 jours, sont embêtants. Au moins en ce moment, nous n'avons ni pluie ni vent. Ceci pour vous dire que la météo prévoit du soleil jusqu'à dimanche au moins. Détail dans un instant avec Sophie Davant. Excellente soirée, à demain 20h.